Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial, aujourd'hui nous parlons du CDE, le Centre de développement de l'entreprise, un organe paritaire ACP Union européenne, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'être avec son directeur général intérimaire, M. Paul Frix. Monsieur Frix, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, donc ici à Bruxelles, au siège du CDE, institution que vous connaissez très bien, puisque vous l'avez dirigée il y a plusieurs années, et puis vous êtes revenu à la charge, si on peut dire, très récemment, pour essayer de réformer un peu cette institution, qui on peut dire vieille de 36 ans, donc 36 ans d'existence, dont le rôle est précisément de promouvoir le secteur privé dans les pays ACP, en partenariat bien sûr avec l'Union européenne. Elle a été fondée à la fois par les grands accords de coopération, celui de Lomé, celui de Cotonou. Anciennement, ça s'appelait CDI, puis ça a été transformé en CDE. Malheureusement, cet instrument, si on peut dire, utile, important, a connu certains déboires, on ne reviendra pas sur toute l'histoire, et notamment un des reproches qui lui est souvent fait, c'est de ne pas avoir été efficient ou efficace, parce qu'il y avait trop de frais de fonctionnement par rapport aux actions opérationnelles. Vous nous expliquerez comment et pourquoi. Je sais que vous avez rédigé cette belle note de synthèse pour la transformation du CDE, mais la première question, ça sera celle-ci. Lors de la récente 38e session du Conseil des ministres conjoints ACP-UE, on a décidé, donc ils ont parlé du financement du 11e FED à peu près 31,5 milliards, mais ils n'ont pas spécifié dedans qu'il y aurait un financement, donc formellement défini, des institutions justement paritaires telles que le CDE et le CTA. Est-ce que ça veut dire que c'est une mort annoncée du CDE ? Je pense que la question de l'avenir du CDE est posée, mais que ce soit une mort annoncée, je pense que c'est prématuré. Disons, le CDE, pendant ses 20 premières années d'existence, a été à l'avant-garde, a été un catalyseur pour faire prendre conscience de l'importance du développement du secteur privé, pour créer des emplois, pour sortir de la pauvreté et finalement faire décoller les pays ACP concernés. Puis, ce qui était, disons, ce qui n'était pas gagné d'avance à l'époque, puisque c'était l'époque des politiques d'import substitution, chacun voulait créer sa propre industrie aux dépens de ses voisins, donc créer, disons, des entreprises, les voir se développer dans un contexte de marché protégé où il y avait par ailleurs très peu d'entrepreneurs véritables. Il y avait souvent dans les sociétés des pays ACP beaucoup de commerçants, mais relativement peu d'industriels et d'entrepreneurs dignes de ce nom. C'était la raison d'être même du CDE, précisément, pour pouvoir faire émerger des entrepreneurs sur place. Tout à fait. Donc là, avec des moyens pourtant réduits, le CDE a joué un rôle catalytique. Et surtout au niveau, je dirais, de prise de conscience. Mais déjà à l'époque, où disons, son rôle était reconnu, il souffrait d'une trop grande centralisation à Bruxelles. Parce qu'avec un budget qui déjà à l'époque était de 18 millions d'euros, c'est le même budget que vous recommandez, vous, cette fois-ci, pour pouvoir lui donner un avenir, si on peut dire. Oui, pour pouvoir préparer l'avenir, c'est-à-dire la dernière phase des accords de Cotonou. Et donc, à l'époque, il avait un tel budget, mais réparti sur 75 ou plus pays ACP, ça n'en faisait évidemment que très peu de choses. Du saupoudrage. En fait. Donc du saupoudrage. Quand vous êtes centralisé, que vous devez aider des PME à des milliers de kilomètres, il ne faut pas vous étonner qu'avec un budget réduit, saupoudré, vos frais de fonctionnement ou les coûts de transaction, comme on l'appellerait aujourd'hui, soient élevés. Donc, une des premières constatations que j'avais faites à l'époque, c'est que le CDE devait se décentraliser. Et nous avions conçu, donc il y a 20 ans, des opérations pilotes de décentralisation, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, à Trinidad et Tobago, où le CDE créait en fait des structures sous forme de sociétés dont il avait le contrat de gestion et qui apportaient un appui rapproché aux entreprises que devait aider le secteur bancaire. Et pour que le secteur bancaire soit rassuré sur la qualité de l'assistance technique, ceux-ci étaient invités à faire partie du conseil d'administration de ces structures décentralisées. Donc ces opérations pilotes au nombre de 3 ont été lancées. Il a fallu
pour ça que je plaide assez longtemps, parce qu'avant qu'on arrive à un consensus sur des réformes, il faut un certain temps, comme vous le savez, dans le système euro-ACP. Et donc, ça démarrait quand je suis parti, et puis c'est resté en panne une dizaine d'années, et le processus de décentralisation inévitable, indispensable, a été repris 10 ans plus tard, mais... 10 ans trop tard ? 10 ans trop tard, certainement. Et peut-être sous un mauvais sequencing, c'est-à-dire dans une approche non logique. C'est-à-dire on a créé des bureaux régionaux. Ces bureaux régionaux, évidemment, coûtaient relativement cher et coûtent relativement cher. Oui, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a souvent critiqué le CDE pour avoir des frais, par exemple, d'experts, mais vraiment astronomiques. Disons que nous respectons les règles du marché en ce qui concerne les experts pour les programmes et les projets. Mais ce qui est astronomique, c'est d'être trop centralisé ici et de distribuer des cacahuètes. Et tout cela à un tarif international, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, besoin indispensable de décentraliser, ça avait été lancé, ça a subi une phase d'arrêt. Ça a recommencé non plus sur des bases business-like et locales, mais sur des bases régionales. Oui. Et selon vous, ce n'était pas pertinent de faire comme ça ? Disons, il aurait été sans doute préférable de développer des programmes et projets dans des pays qui avaient la volonté politique de développer leur secteur privé en utilisant une partie de leurs programmes indicatifs nationaux en support concret de ces optiques, comme nous avions fait pour les 3 opérations pilotes de décentralisation initiale, puisque nous ne les faisions pas partout, nous ne les faisions que là où il y avait des ressources mobilisées localement pour le faire, ce qui permettait évidemment de démultiplier l'impact et l'activité du CDE, et ce d'une manière non exorbitante, puisque ces structures-là, il n'était pas prévu de leur donner même un statut international, même si un responsable cadre du CDE devait en assumer la gestion, mais sous contrôle d'une structure, d'une structure de supervision locale. Alors vous venez de le dire, un agenda des réformes sans doute mal mis en œuvre, puisqu'on a perdu 10 ans. D'excellentes intentions. Voilà, mais alors la question que moi je veux poser, avant d'aller, puisque vous faites une note de synthèse pour transformer le CDE en un outil spécialisé de promotion des entreprises, du partenariat et des investissements UE-ACP. Donc vous croyez peut-être encore à l'avenir du CDE, vous nous direz comment et pourquoi, à quelles conditions, de façon résumée. Mais la question que moi je peux vous poser, vous dites 10 ans plus tard, entre-temps, les pays ils ont évolué. Je veux dire, il y a beaucoup de bureaux d'études qui se sont développés. Les compétences locales, Est-ce que le CDE a encore sa raison d'être ? Est-ce que ce travail qu'il fait ne devrait pas être simplement offert au marché, avec bien sûr des appels d'offres bien précis sur le marché, et faire appel aux bureaux d'études qui existent dans les pays ACP ? Mais évidemment. De toute manière, un des problèmes qui a surgi, c'est que le CDE donc, a eu un mandat sans cesse élargi avec des ressources qui n'ont fait que diminuer. C'est un paradoxe. Et ce, dans un processus de décentralisation qui a été séquentiellement peut-être inapproprié. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons ces bureaux régionaux, ils commencent à porter leurs fruits, donc il ne s'agit pas de les supprimer. Et pour le CDE, il s'agit aussi de réaliser qu'aujourd'hui, le monde a changé, que, fort heureusement, au niveau ACP, le nombre de candidats entrepreneurs ayant une formation de base adéquate, en tout cas, est sensiblement plus élevé qu'il y a 20 ans. Donc, en plus, le contexte économique est beaucoup plus favorable dans les pays ACP, et notamment en Afrique. L'Afrique redécolle. Donc, il y a un besoin d'épauler les entrepreneurs plus grand que jamais. Mais il y a aussi multiplication de programmes qui le font. Donc, voilà. La redondance, comment faire absolument. Il faut à tout prix éviter, disons, les redondances inutiles ou le manque de coordination et de complémentarité entre ce qui existe. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, impérativement, sous peine de devoir être fermé, le CDE doit se recentrer sur quelques métiers de base qui, combinés entre eux, lui donnent un avantage comparatif unique. Alors, vous nous expliquerez quels sont ces métiers de base, mais avant d'y venir en détail, ce que vous expliquez là, vous dites qu'il faut un consensus pour convaincre les partenaires, ACPE. Est-ce que, justement,
là où le bas blesse, ou en tout cas a blessé dans le passé, c'est qu'on y a mis trop de politique, alors que ça devait être un instrument qui ne devait avoir qu'une vision d'efficacité pratique. Tout à fait. Je pense que vous touchez du doigt un des problèmes fondamentaux du CDE qui explique beaucoup de difficultés. Le CDE est en fait un organisme au statut ambigu. Il est d'une part une institution internationale de plein droit, créée dans le cadre des conventions de Lomé et Cotonou, mais en même temps un simple programme du Fonds européen de développement, soumis à d'autres règles que celles qu'on peut vivre dans une organisation internationale. Et ces deux logiques sont appelées parfois à des courts-circuits, même assez souvent. Par exemple, notre conseil d'administration va approuver un budget. Dans ce conseil d'administration, la commission et le conseil sont représentés, mais soudain, le processus ne va plus dépendre de ce qui s'est décidé au niveau du conseil d'administration, va passer au niveau du comité du fait, où là, les pays membres, selon les états d'âme ou les impressions plus ou moins fondées ou datant d'époques parfois révolues, vont pouvoir décider que votre budget va être réduit brutalement de moitié, ou pire, comme c'est ici, réduit à 1/5 de ce qu'il était en 2012. De corporate governance. Oui, en fait, donc il y a un problème de gouvernance du système, donc de cohérence dans la gouvernance du système. Les décisions sont prises par trop d'instances qui ne se concertent pas et qui interviennent de manière déphasée. Et ça, ce n'est pas tenable. Aucune institution ne peut fonctionner comme ça, du moins fonctionner efficacement. Bien sûr. Et donc, nous ne pouvons pas continuer ce système-là. Alors Paul Fricks, pour rester sur cet aspect, politique et puis aussi d'actualité, donc je l'ai rappelé lors de la 38e session du Conseil des ministres conjoint CPUE, on a décidé qu'il y aurait le montant alloué donc, pour le 11e FED, mais on est resté dans le flou. Par rapport à un financement établi et formel du CDE, les pays ACP y ont soupçonné, si vous voulez, une volonté de la part de l'Union européenne de supprimer le CDE. Et alors, ils ont demandé la mise en place d'une commission d'études, si on peut dire, pour réfléchir à l'avenir de ces institutions paritaires. Où ça en est aujourd'hui ? Vous pouvez me donner quelle décision va sortir ? Est-ce qu'il y a là deux logiques qui s'affrontent ? Une logique européenne qui voudrait supprimer le CDE et une logique des ACP qui voudrait le maintenir à tout prix, même s'il n'est pas efficace. Je pense qu'une logique de compromis raisonnable est en train, je l'espère en tout cas, de se mettre en œuvre, à savoir qu'il est nécessaire d'évaluer sereinement et objectivement les bonnes ou mauvaises expériences du CDE avant de décider quel cours des choses doit s'appliquer. Et ce qui me rassure un peu, en tout cas, c'est qu'on a décidé maintenant de discuter, d'examiner de quel outil on a besoin pour soutenir efficacement le secteur privé dans les pays ACP. Donc, si on part dans cette voie, on ne peut que déboucher sur des choses raisonnables. Par contre, décider et réfléchir après n'est jamais une bonne formule. Alors vous, comme je dis, vous êtes directeur général intérimaire, je veux dire, comme on dit en anglais, nothing to lose, vous n'avez plus rien à perdre, donc vous n'êtes pas en train de défendre votre carrière, si je puis dire. Vous avez justement la parole libre. Vous avez rédigé cette note de synthèse qui montre un peu les conditions, qui définit les conditions pour essayer de rendre plus efficace le CDE et préparer l'avenir, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous résumer quels sont ces points ? À quelles conditions le CDE pourrait-il si vous voulez, reprendre sa mission première et être plus efficace dans le contexte qui a changé, celui, comme vous l'avez dit, d'une Afrique, puisque je m'arrêterai en tout cas sur ce continent, qui aujourd'hui est sollicité par tous les investisseurs du monde, puisque c'est le continent de la croissance. Donc on y a besoin d'un secteur privé florissant. Absolument. Et donc plusieurs programmes maintenant existent qui s'occupent notamment de l'environnement des affaires, de la cohérence des politiques, etc. Je ne pense pas que le CDE, mais c'est mon opinion personnelle, bien sûr, puisque mon grand pouvoir, c'est de dire ce que je pense, voilà. Et de ne pas prétendre avoir des panacées ou des solutions toutes faites, mais au moins de lancer le débat. Je pense que ce qui est important, c'est de voir où sont les
maillon faible ou manquant dans le dispositif Euro-ACP pour aider efficacement le développement du secteur privé. Il y en a un qui est évident, enfin, qui n'a pas changé depuis longtemps, c'est aider les petites et moyennes entreprises ou les nouveaux entrepreneurs à accéder au financement. Voilà, c'est vraiment, comme on dit, le bottleneck là où le bas blesse. Absolument. Vous pouvez être parfois diplômé d'une excellente université, être dynamique, mais ne pas savoir comment, disons, créer une entreprise, comment d'abord choisir votre créneau et le développer. Donc, on peut vous aider à préparer des dossiers, mais cela n'est qu'une partie du problème. Lorsque un dossier sérieux est présenté à une banque, si la banque ne connaît pas le promoteur, parce que le promoteur n'est pas son client, il n'est pas dans le commerce depuis des années, elle ne va pas le financer malgré l'apparent business plan cohérent. Est-ce que ce n'est pas le rôle des fonds de garantie, ça ? Les fonds de garantie peuvent jouer un rôle partiel. Et donc, ils vont garantir, par exemple, un tiers des prêts qui seront octroyés à un nouvel entrepreneur. Donc, ça peut diminuer une partie du risque des banques. Ceci dit, la banque qui ne connaît pas son client, même si on lui dit qu'elle ne perdra que 2 tiers de ce qu'elle met, elle n'a pas envie de perdre ces 2 tiers. Alors, que peut faire le CDE ? Eh bien, le CDE, à condition, bien sûr, de mettre sur pied des mécanismes d'appui rapprochés aux entreprises, peut créer des outils qui vont accompagner l'entrepreneur dans les phases délicates de création et de développement de son entreprise, en recrutant d'abord, en lui apportant d'abord l'expertise locale qui peut être disponible. Et donc, ces structures, leur premier rôle, c'est d'identifier les capacités locales existantes et les mobiliser en appui à ces entrepreneurs. Ce faisant, d'ailleurs, le CDE contribuerait à la création d'un marché pour les fournisseurs de services aux entreprises. Ça, c'est le rôle du service public, donc le rôle d'une instance de développement, si on peut dire, paritaire en tout cas, comme le CDE. D'apporter cet appui, disons, dans la durée. Ce qu'un banquier ne peut pas faire. Un banquier, à la limite, peut se doter d'un service où il va donner quelques conseils de base en matière de gestion, mais jamais il ne peut s'occuper. C'est pas son business, il se ruinerait. Autre rôle du CDE, pertinent ? Donc, ça, c'est le premier rôle du CDE. Deuxième rôle du CDE, ce sont ces réseaux d'entreprises et d'organisations intermédiaires qui, elles, permettent de favoriser le partenariat. Et donc, il est urgent de relancer ces réseaux, de les mettre en interconnexion et aussi de leur faire contribuer au développement des entreprises locales au travers de partenariats, mais aussi au travers d'investissements. Donc, l'information concernant les opportunités d'investissement doit circuler grâce à ces réseaux. Et la mise en réseau de structures spécialisées d'appui aux entreprises dans les pays européens et ACP peut se faire également. Et tout ça m'amène à vous dire que, sans doute, dans le contexte actuel, où d'une part, les pays ACP sont sur une vague très porteuse, mais où l'Europe est en difficulté économique et financière, voire même structurelle de désindustrialisation, il est important de ramener l'investissement européen vers les pays ACP. Donc, le CDE doit aussi jouer un rôle dans la mécanique complexe de promotion des investissements. Et enfin, encore un élément supplémentaire, de par sa nature, le CDE utilisant des fonds publics, mais jamais pour le financement total d'opérations, est un des éléments de blending auxquels se réfère de plus en plus la Commission européenne dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour le changement. Donc, je dirais que la première priorité aujourd'hui serait d'examiner objectivement avec la BEI, par exemple, qui a sa facilité investissement, dans quelle mesure le CDE pourrait mettre des outils spécialisés d'accompagnement des entreprises qui valoriseraient la facilité investissement de la BEI. Je parle de la BEI parce que c'est le gros partenaire au niveau Euro-ACP. Mais ça veut dire aussi que d'autres institutions financières européennes ont intérêt à faire la même chose et d'entrer dans des mécanismes. Ou peut-être le projet de création d'une banque de développement et d'investissement des ACP. Vous êtes au courant qu'il y a ce projet-là ? Il y a ce projet-là, mais
il y a une dimension politique aussi qui devra être clarifiée. Mais on pourrait aussi imaginer que la BEI, qui commence déjà à investir dans des fonds d'investissement, bien que cette politique prenne de l'ampleur. Mais la BEI, elle est quand même au niveau, comment on peut dire, de la macro. Donc, macro-entreprise, c'est les infrastructures, c'est du lourd, je veux dire. C'est pas, comme on dit, de l'argent disponible pour les PME, PMI. Mais elle a quand même des lignes de crédit importantes pour le développement des PME, PMI, voire même de la microfinance. Et donc, la BEI, très centralisée, malgré quelques bureaux régionaux à Luxembourg, ne peut assurer, elle, l'accompagnement des entrepreneurs ou des catégories d'entrepreneurs capables d'émarger ou d'avoir accès à ces lignes de crédit. Et je pense qu'au niveau ACP, c'est un souci, ou voire un reproche qu'ils adressent parfois à la BEI, c'est de dire vous n'êtes pas assez actifs dans nos pays respectifs concernant l'accès à vos lignes de crédit, à la finance. Et c'est là qu'il faudrait mettre au point de manière business-like. Du rôle du CDE, en fait, oui, qui pourrait être l'intermédiaire. Et de manière décentralisée. En fait, peut-être que c'est le paradoxe de la situation. À juste titre, on parle soit de la fermeture ou de la transformation complète du CDE. Mais en fait, on n'a jamais été aussi proche de la nécessité de réaliser le mandat intrinsèque du CDE, c'est-à-dire le transfert de ces activités opérationnelles vers les pays ACP de manière décentralisée, de manière à ce que l'appui aux entreprises soit réellement proche des clients. Et là, en faisant cela, le CDE peut mobiliser de nouvelles sources de financement sur programme indicatif. J'ai cité tantôt la facilité à investissement de la BEI qui a un volet assistance technique que la banque éprouvera toujours quelques difficultés à mettre en œuvre elle-même. Et donc, il y a moyen de doter les pays ACP qui le veulent de capacités nouvelles d'appui rapproché aux entreprises en démultipliant les capacités d'intervention de ce système CDE et donc en accroissant considérablement l'impact de l'institution. Et cela veut dire qu'à Bruxelles, les fonctions doivent, à terme, se concentrer seulement sur l'évaluation, sur le benchmarking, sur le contrôle, et aussi sur des approches innovantes et l'interface entre les réseaux, de manière à ce que les bonnes informations, les bonnes pratiques puissent se diffuser dans ce système décentralisé du CDE. Donc le paradoxe, c'est qu'on parle de sa fermeture à un moment... où on en a peut-être le plus besoin, mais de façon bien ciblée. Mais pas n'importe comment et de manière bien ciblée, dans les 2-3 facettes que je vous ai décrites, qui en se combinant donneraient un avantage comparatif indiscutable, je pense, au niveau du CDE. Alors, président Paul Fricks, vous avez présenté donc, je veux dire, ce scénario qui est un peu le scénario idéal, hein, c'est-à-dire recentrer l'action du CDE sur une mission bien précise, dans un contexte différent, et d'appui vraiment localisé et proche de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les entreprises au niveau des marchés locaux, et puis après créer aussi ce networking. Quel est votre pronostic pour que votre proposition passe ? Là, c'est une question vraiment difficile et je crains ne pas avoir la réponse. Mais disons que j'ai de l'espoir. J'ai l'espoir que ceci méritera examen et discussion, parce que ce qui compte, c'est la mise au point d'un tel système. Mais je suis persuadé qu'il est d'intérêt mutuel, parce qu'en fait, il combine deux choses. Renforcer les capacités locales d'appui rapproché aux entreprises et en même temps susciter le retour de l'investissement européen vers les pays ACP et en particulier l'Afrique. Et donc, il y a une dimension d'intérêt mutuel. Et le vrai partenariat, s'il n'est pas basé sur l'intérêt mutuel, ne vaut pas grand-chose. Exactement. Merci beaucoup, Paul Fricks. Je rappelle que vous êtes directeur général intérimaire du CDE, le Centre de développement de l'entreprise, donc organe paritaire ACP, Union européenne. Merci pour cet entretien. Merci aussi pour votre visite. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.